L'œil humain, c'est la lentille de notre monde coloré. Quand la lumière est suffisante, les formes et les mouvements sont captés par la rétine et transmis au cerveau. Mais dans l'obscurité, les couleurs disparaissent. Nous voyons l'univers en noir et blanc. Il nous manque le spectacle de la lumière. Pourtant, les étoiles ne sont pas dépourvues de couleurs. C'est notre œil qui n'est pas capable de les voir. À une telle distance, ils ne peuvent pas capter assez de lumière. Les couleurs du cosmos sont invisibles à l'œil humain. Et nous sommes distraits par nos propres lumières. Avions, satellites, magasins, rues. Le premier à voir les étoiles à travers un télescope fut l'Italien Galilée, mais il ne vit aucune couleur. Sa lunette astronomique ne captait pas plus de lumière qu'une paire de jumelles modernes. Pourtant, Galilée nous a ouvert les portes de la galaxie. Il a découvert des lunes autour de Jupiter. Il a vu des cratères sur notre Lune. Il a annoncé que les planètes tournaient autour du Soleil. Et quand il a levé les yeux vers la Voie lactée, il n'a pas vu seulement une bande lumineuse un peu floue, mais des millions et des millions d'étoiles. Deux siècles et demi plus tard, en orbite autour de la Terre, le télescope spatial Hubble est le tube optique d'aujourd'hui. Le télescope Hubble n'a pas découvert la couleur, mais il a vu des détails invisibles auparavant. Dans une clarté éblouissante, le cosmos livre ses secrets. L'œil humain est comme une caméra. L'objectif est devant. La pupille ajuste son ouverture selon la quantité de lumière. Le point se fait sur la rétine, au fond de l'œil, et l'image est transmise au cerveau. Pourtant, même ouvertes au maximum, nos pupilles sont trop étroites pour voir le ciel nocturne en couleur. Elles collectent trop peu de lumière pour déclencher nos récepteurs de couleur. Il nous faut une lunette. C'est un réfracteur. La lumière est simplement collectée à travers une grande lentille et agrandie grâce à un oculaire. C'est le plus ancien type de lunette, le même modèle que celui utilisé par Galilée. L'inconvénient du réfracteur vient de la taille de leur lentille. Si elle mesure plus de 90 cm de diamètre, elle se déforme sous son propre poids. Les grands télescopes modernes sont des réflecteurs. La lumière est réfléchie par un miroir. Le miroir de ce réflecteur mesure près de 4,20 m de diamètre. Le scientifique anglais, Isaac Newton, fut le premier à se servir d'un réflecteur et à en démontrer l'efficacité. Un réflecteur a deux miroirs ou plus. Le grand est comme un seau qui se remplit de lumière. Un miroir peut être beaucoup plus grand qu'une lentille, car il est plus facile à adapter sur la monture de l'instrument. En pénétrant dans le réflecteur, la lumière rebondit d'abord sur le grand miroir, puis sur un miroir plus petit, jusqu'au foyer où elle est recueillie et enregistrée électroniquement. Plutôt que de regarder en clignant des yeux à travers des télescopes, les astronomes d'aujourd'hui analysent par ordinateur les images et rarement quelques photos. D'où provient ce fantastique spectacle de lumière que les astronomes observent? La lumière est générée
quand les électrons d'un atome passent d'un niveau d'énergie à un autre. Ils irradient de l'énergie. Cette énergie est la lumière. Les étoiles sont si éloignées que leur lumière met des centaines, des milliers et même des millions d'années pour nous atteindre. Et elles ne nous envoient pas seulement de la lumière visible. Elles émettent tout un spectre de radiation. La lumière visible est au centre. Les rayons gamma à gauche, aux longueurs d'onde les plus courtes, les ondes radio à droite, aux longueurs d'onde les plus longues. Cette image radio montre les débris d'une étoile qui a explosé. Une autre image radio, des nuages de gaz s'échappant d'une galaxie en détresse. En utilisant des antennes paraboliques au lieu de miroirs, les radiotélescopes fonctionnent comme des réflecteurs optiques. Les ondes radio sont captées et renvoyées vers un foyer au-dessus de chaque antenne. Les antennes paraboliques sont grandes parce que les longueurs d'onde qu'elles captent sont beaucoup plus grandes que celles de la lumière visible. Les antennes fonctionnent de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météo. Le radiotélescope Parkes, en Australie, est célèbre pour son travail sur les pulsars. Les pulsars sont de minuscules étoiles très denses, mesurant seulement une quinzaine de kilomètres de diamètre, mais dont la masse est égale à celle de notre Soleil. Pour être mesurées, leurs pulsations doivent être débarrassées du bruit de fond cosmique, mais aussi des bruits terrestres, tels que ceux provenant des fours à micro-ondes et des démarreurs de voitures. Ce n'est qu'alors que la pulsation du pulsar peut se faire entendre. Le battement d'un pulsar effectue plusieurs révolutions par seconde. Ici, les astronomes observent simultanément deux pulsars. Ce sont des reliques de gigantesques étoiles qui ont explosé en supernova. Des corps stellaires morts condamnés à émettre des bips radio pour l'éternité. D'autres images radio. Nous regardons de la matière se précipiter autour d'un trou noir. Et cela recommence. Lorsque les radiotélescopes s'associent pour observer le ciel à l'unisson, les images sont d'autant plus riches en détails. C'est ce qu'il se passe au Nouveau-Mexique. Le VLA, le Very Large Array, comprend 27 antennes montées sur des rails et disposées en forme de Y, couvrant plus de 1200 km². Ils se tournent comme des tournesols pour suivre la course des étoiles. Ensemble, ils fouillent le cosmos avec la puissance d'une antenne unique de 27 km de diamètre. Et quand ils sont reliés à cette antenne à Hawaï et à celle-ci à Porto Rico, ils forment un télescope de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. Quand ils sont tous connectés à travers le monde, ils forment une antenne de la taille de la Terre. Un télescope si puissant qu'il peut observer des objets qui brillaient avant que la vie n'apparaisse sur Terre. Les télescopes de plusieurs nations sont regroupés sur un sommet volcanique à Hawaï. À environ 4200 mètres d'altitude, ils sont à mi-hauteur de l'atmosphère. Ici, le ciel est dégagé. Sans nuages ni vapeur d'eau qu'il absorbe, le rayonnement infrarouge est recueilli. L'infrarouge révèle la chaleur. Il traverse les poussières et nous permet de voir à travers les nuages sombres où naissent les étoiles.
Nimbée de poussière, voici une partie de notre galaxie en lumière visible. La même région dans l'infrarouge. L'infrarouge est si proche de la lumière visible que les deux types d'images se ressemblent. Cependant, il nous ouvre les portes du cœur même de la Voie lactée, invisible au télescope optique. Vénus est toujours enveloppée de nuages. L'infrarouge révèle des détails de sa surface. Les rayons infrarouges furent découverts en Angleterre par un astronome, William Herschel. Herschel doit sa gloire à sa découverte de la planète Uranus, mais aussi à ses télescopes. Le plus grand mesurait 1,20 m de diamètre. Malgré cette taille, il ne vit d'Uranus qu'un point. Uranus resta inaccessible jusqu'à ses photos prises en 1994 par le télescope spatial Hubble. Elles montrent des formations de nuages. Et pour la première fois, avec un télescope optique, Hubble captura les anneaux d'Uranus. Herschel pensait avoir vu des trous dans le ciel. Il se trompait. Ce sont des globules sombres, des nuages de poussière noire qui flottent devant ces étoiles. Pourtant, Herschel était un remarquable observateur. Il a dessiné une carte des étoiles avec le Soleil au centre. En Irlande, des télescopes de plus en plus gros furent construits. En 1845, le troisième comte de Ross construisit ce monstre muni d'un miroir d'1,80 m dans le parc de son château. Pendant 75 ans, ce télescope fut le plus grand au monde. Nuit après nuit, le comte suivait des objets dans le ciel. Il les regardait à travers le télescope, puis reproduisait leur position sur une feuille de papier. La même région sur une photographie moderne. Son dessin de la nébuleuse du Crabe, la photo moderne. Ross a donné son nom à la nébuleuse du Crabe. Ce sont les restes d'une étoile géante qui a explosé il y a 950 ans. Dans cette superbe image, le télescope Hubble identifie le pulsar qui reste en son centre. L'Irlande nuageuse n'est pas le meilleur endroit pour observer les étoiles. Pourtant, Ross a persévéré. Son télescope fut surnommé le monstre de Parsonstown. Voici ses dessins de ce qu'on appelait alors une nébuleuse spirale. Aujourd'hui, on sait que c'est une galaxie. La galaxie du chien de chasse, qui est en interaction avec une galaxie plus petite depuis des centaines de millions d'années. Ici, lors d'une simulation par ordinateur, des étoiles et des traînées de gaz dans l'espace. Elles ont l'air proches, et pourtant les galaxies sont séparées par une distance de 10 à 15 000 années-lumière. Des milliards d'étoiles jouant au chat et à la souris. Hubble a regardé au plus profond de la galaxie du chien de chasse. Une partie de la tache sombre au centre
pourrait être un grand anneau de poussière en rotation autour d'un trou noir. Au début du XXe siècle, les télescopes étaient devenus gigantesques. Celui-ci, le télescope de Hooker, fut terminé en 1917. Afin de profiter d'un ciel noir et d'un air limpide, il fut installé sur le mont Wilson, près de Pasadena, en Californie. Les astronomes n'avaient pas prévu l'expansion de Los Angeles. Le télescope du mont Wilson était le premier instrument vraiment moderne. Son miroir mesure 2,50 m de diamètre. Afin de le maintenir en position, des moteurs électriques déplacent le télescope et lui permettent de compenser le mouvement de la Terre. Malgré sa taille gigantesque, il bouge tout en douceur. Les vigiles inconfortables de Herschel et de Ross appartiennent au passé. L'astronome George Hale, qui a imaginé ce télescope, a placé l'observateur au sein même de l'instrument. Du sommet de cette montagne, des découvertes fondamentales furent faites et l'astronomie moderne est devenue adulte. Le réflecteur de 2,50 m au sommet du mont Wilson nous a révélé notre position dans l'espace. Nous ne sommes pas au centre du monde. Le Soleil est situé à la périphérie extrême d'un gigantesque disque d'étoiles, une spirale plus enflée en son centre, une galaxie que nous avons baptisée la Voie lactée. Mais y a-t-il autre chose que notre galaxie dans l'univers? Les observateurs du mont Wilson répondirent par l'affirmative, et un astronome découvrit pourquoi. Ce fut Edwin Hubble qui donna son nom au télescope spatial. En 1923, Hubble prit une série de mesures d'une importance capitale à travers le télescope du mont Wilson. Il observait des étoiles variables, dites céphéides, dans cette région du ciel. Des étoiles dont l'éclat change avec le temps. Elles sont l'une des clés pour calculer les distances. Elles sont si éloignées que Hubble a réalisé qu'il regardait une autre galaxie à plus de 2 millions d'années-lumière de la nôtre. Hubble venait d'identifier Andromède, l'une des galaxies les plus proches de la nôtre, et il en découvrit de nombreuses autres. Il pensait que la forme des galaxies indiquait leur évolution. Elles commençaient sous forme d'agrégats informes qui se condensaient de plus en plus. Elles développaient des bras qui, pensait-il, grandissaient et s'enroulaient autour de la galaxie comme une pelote de laine. Hubble avait tort. Des galaxies peuvent avoir des formes différentes, quel que soit leur âge. Pourtant, sa conception générale du cosmos était juste. Hubble montra que partout, des galaxies s'éloignent les unes des autres. Il avait découvert l'expansion de l'univers et ouvert la voie à l'idée que tout débuta par un Big Bang. En 1948, Edwin Hubble devint le directeur du plus grand télescope au monde, le réflecteur de Hale, de 5 mètres de diamètre au sommet du mont Palomar en Californie. Mais Hubble était en fin de carrière. Plus tard, on lui attribua la contribution la plus importante à la cosmologie depuis l'époque de Copernic. 4 siècles plus tôt, Copernic avait émis l'idée que les planètes tournaient autour du Soleil. Tandis qu'Hubble cédait la place à des astronomes plus jeunes,
une grande quantité de télescopes furent mis en chantier dans le monde entier, en route vers les étoiles. En Amérique, la plus grande collection de télescopes fut réunie à Kitt Peak, en Arizona. C'est un lieu d'observation idéal pour les astronomes. Assez haut pour ne pas subir la distorsion de l'atmosphère basse, assez éloigné pour éviter la pollution de l'air et de la lumière, assez sec pour pouvoir observer le ciel presque chaque soir. Il n'y a pas de meilleur endroit pour assister au spectacle des lumières du cosmos. Sauf peut-être dans les Andes, à la Silla, au Chili, où se trouve le télescope européen austral. Au large de l'Afrique, sur un sommet volcanique dans les îles Canaries, le télescope anglais William Herschel fait partie d'un autre groupe de télescopes. Et au-dessus des nuages, sur le Mauna Kea à Hawaï, se dresse le dernier et le plus moderne. Les dômes des télescopes de Keck, des jumelles cosmiques. Keck ressemble à une cathédrale double. C'est le plus grand télescope au monde. 2 miroirs, chacun le double de la largeur du réflecteur géant de Palomar, reliés électroniquement. Mesurant près de 10 mètres de diamètre et construits comme un puzzle, ils sont formés de 32 segments de verre hexagonaux. Chaque segment est contrôlé par ordinateur. Il ne faut qu'une fraction de seconde pour les déplacer. Ainsi, ils compensent la distorsion sur l'image causée par l'atmosphère ou par le plus petit changement de position du télescope. Keck est encore en période d'essai, et pourtant il fournit déjà des informations. Comme cette magnifique image de la nébuleuse Esquimau. Et cette galaxie en spirale. Le télescope spatial Hubble et des astronautes au travail. Libéré de l'atmosphère terrestre, Hubble devait être l'œil le plus perçant jamais braqué sur les étoiles dans toute l'histoire de l'astronomie. Mais il y eut un problème. Le miroir principal, légèrement déformé, fournit des premières images floues. La solution fut de corriger Hubble de sa myopie. La navette spatiale fut envoyée vers Hubble. Sa mission, réparer le miroir défectueux en lui ajoutant des lentilles en guise de lunettes. Simple sur Terre, délicat dans l'espace. Et ils ont réussi. Hubble put reprendre sa route et ses observations. De la Terre, les astronomes purent tester les nouvelles lentilles. Elles fonctionnaient. Depuis 1994, les images prises par Hubble nous ont réjouis, émerveillés et étonnés. Les astronomes ont dû reconsidérer la justesse d'anciennes théories et même de l'âge de l'univers. Dans notre quête des étoiles, la lunette de Galilée fut une invention merveilleuse. Hubble va peut-être s'avérer encore plus important.